aujourd'hui. Mais qui, dans le cas des Goncourt, n'est pas simplement un travailleur comme Flaubert a construit une image tout à fait proche, mais qui est aussi un écrivain qui n'est pas suffisamment reconnu, qui n'est pas suffisamment aimé, d'où le martyre et le travail et la pensée épuisée avec finalement un écho, et c'est ce qu'ils jugent l'un et l'autre, très insuffisant dans la reconnaissance publique. Alors est-ce que justement, ce sera le premier thème de cette émission, on peut considérer que ce journal est une autobiographie? Est-ce qu'il se raconte réellement, ou est-ce que on est déjà dans quelque chose qui serait un petit peu différent, de l'ordre du maquillage, de l'ordre peut-être même de la fiction? Il me semble que c'est une autobiographie, mais qu'en même temps, il y a finalement relativement peu d'introspection, et que c'est bien davantage l'extérieur, finalement, la vie extérieure, qui vient se faire entendre, qui vient se mettre en image dans le journal des Goncourt. Mais en même temps, il est évident que c'est un miroir, à la fois un miroir où ils construisent cette image d'eux-mêmes, où ils se regardent parmi leurs contemporains pour mieux s'en détacher. Et c'est aussi sans doute un tombeau, c'est-à-dire que face à la postérité, c'est le mausolée qu'ils construisent sans en avoir bien sûr conscience lorsqu'ils commencent à rédiger ce journal en décembre 1851, à la date du coup d'État. Ils entrent dans leur journal, ils entrent dans l'écriture diaristique en même temps que la France entre dans un régime dictatorial, et qui ne va pas nécessairement être très favorable aux écrivains. Il me semble en tout cas qu'ils insistent beaucoup sur cette date fondatrice de leur écriture du journal à deux. Alors on va revenir sur beaucoup de choses que vous avez dites qui sont très importantes, Éléonore Verzy, mais je voudrais d'abord avoir le point de vue de notre deuxième invité, Jean-Louis Cabanès, sur cette même question des écrivains du biographique. Évidemment, quand on parle du journal, il y a une couleur très très forte biographique, mais est-ce qu'on ne peut pas, Jean-Louis Cabanès, étendre cette idée du biographique à toute leur œuvre, y compris à leur roman? C'est vraiment l'empire du biographique avec les Goncourt. Leurs romans sont en partie inspirés par la vie de leur servante, Germinée Lacerteux, par la vie de leur tante, Madame Gervaisais, et il arrive, quand on regarde de plus près, que Manette Salomon emprunte à la vie de leurs proches, leur ami Saint-Victor. Donc on pourrait dire que leur roman est aussi placé sous le signe de la biographie. Mais l'œuvre historique est aussi placée sous le signe de la biographie. La vie de Marie-Antoinette, la vie de l'actrice et cantatrice Sophie Arnould. Donc on pourrait généraliser et l'étendre aussi encore à l'art du XVIIIe siècle, car l'art du XVIIIe siècle est tributaire de leur collection. Donc où que l'on aille, on trouve du biographique. Et c'est tout à fait compréhensible, parce que le biographique est situé sous l'angle aussi du testimonial. Donc celui qui écrit une biographie est quelqu'un qui cherche un témoignage. Et les Goncourt sont aussi, par cette capacité, des témoins. Ils sont des témoins de la guerre de 70, ou tout simplement de la Commune. Et ils sont des témoins de la vie des hommes de lettres. Donc ils ont fait leur propre biographie à travers les romans, ou la biographie de leurs proches. Et on peut dire aussi qu'ils ont fait la biographie de leurs contemporains, puisque le journal se présente, comme le dit Edmond, comme la biographie parlée, celle qui a la liberté, la crudité, le débinage, l'enthousiasme sincère de la conversation intime. C'est cette biographie-là que nous avons tenté dans ce journal de nos contemporains. C'est ce que dit Edmond le 27 mars 1872. Oui, vous avez prononcé, Jean-Louis Cabanès, ce mot de intime qui semble particulièrement important, parce qu'au fond, il n'y a qu'une chose qui les intéresse réellement, c'est de sonder l'intime de leurs contemporains à travers leurs personnages, sonder l'intime aussi des artistes à qui ils consacrent des monographies, sonder l'intime d'actrices, de favorites à qui ils consacrent des biographies. Donc on a le sentiment qu'il n'y a vraiment que ça qui les intéresse. Alors l'intime, effectivement, les intéresse, mais il faudrait envisager que l'intime, ce n'est pas exactement l'intériorité. Éléonore Verzy a signalé qu'il y avait peu d'introspection dans le journal. Il y a des analyses de la mélancolie, de l'ennui. Il y a des analyses aussi, à certains moments,
de leur souffrance. Et en particulier, je pense à l'analyse remarquable du bruit et de l'insomnie. On y reviendra sans doute à cette question-là en particulier. Mais je dirais que l'intime a changé de valeur, car il est lié en grande partie au corps. Les Goncourt scrutent leur propre corps et le corps des autres. Et l'intime, c'est aussi la sexualité. C'est encore le rêve. Et je suis frappé en lisant le journal de la quantité de récits de rêves qu'il contient. Et ces rêves sont tantôt déclenchés par des données organiques. Je dirais que c'est un peu sommaire de ce point de vue. Par exemple, on boit un verre de Porto, on boit un verre de Bordeaux, et on se trouve affligé d'une insomnie qui a une couleur particulière, et de rêve qui a une couleur particulière. Mais on peut dire aussi qu'ils ont le sentiment que la sexualité s'assouvit dans le rêve. Aussi dans le sentiment qu'il y a dans le rêve des interdits qui sautent. Donc on est dans une posture qui n'est pas proto-freudienne, je ne dirais pas cela, mais il semble quand même que les Goncourt ont le sentiment de ce qu'est le refoulement et de ce qu'est l'absence de censure dans le rêve. De ce point de vue, ils sont très modernes. Puisqu'on est un petit peu du côté de la psychanalyse, cette hypocondrie des Goncourt, ce rapport à l'intime, est-ce qu'on ne peut pas le qualifier de narcissisme, d'égotisme, qui finalement passerait dans la prose par un intérêt justement à soi-même, à son propre corps? Jean-Louis Cabanès d'abord, et puis ensuite Éléonore Reversy. Alors, le narcissisme, je crois qu'on peut le dire, ils se regardent constamment au miroir de leurs œuvres, et de la même manière que Chateaubriand pose devant l'histoire, il pose devant l'histoire littéraire. Je demande quel miroir l'histoire littéraire va leur donner. Et c'est la raison pour laquelle il envisage toujours de créer des monuments, des tombeaux, comme l'a dit Éléonore, parce que leur narcissisme les oblige à penser à leur survie, ça a été bien dit hier, parfaitement, et donc cette survie est aussi alliée, me semble-t-il, à leur narcissisme. Je demande toujours quelle image vas-tu me donner, miroir. Et la meilleure façon d'avoir un beau reflet dans la société, c'est encore de le construire. Et de ce point de vue, le journal est une construction de soi-même, et en même temps, donc, un tombeau. Éléonore Reversy, sur cette même question, ou plus largement sur la question toujours du biographique et du sensible et du rapport à soi. Je dirais, pour compléter ce que vient de dire Jean-Louis Cabanès, que il se scrute, mais il scrute aussi beaucoup les autres, ce qui leur permet de se construire en s'opposant, c'est-à-dire de donner, à travers la représentation d'eux-mêmes, l'image d'hommes de lettres honnêtes de manière absolument parfaite, d'aristocrates totalement désintéressés, éloignés de tous ces calculs bourgeois qu'ils observent finalement chez leurs contemporains. Donc, ils se construisent aussi dans l'opposition, ce qui explique, il me semble en partie, leur rosserie, leur méchanceté, dont on connaît bien sûr toute la teneur, et c'est souvent, lorsqu'on parle du journal des Goncourt, surtout d'auteurs très rosses, très méchants, dans les portraits souvent caricaturaux qu'ils ont pu dresser des hommes de lettres ou des grands de leur époque. Donc il me semble qu'il y a à la fois ce regard sur soi pour construire une image idéale qui va durer, et l'Académie Goncourt, sera bien sûr un autre aspect de cette problématique du rapport à la postérité. Mais il y a aussi cette image de soi qui se construit en creux, en quelque sorte, par opposition à ces portraits d'hommes de lettres ou de grands de ce monde qu'ils critiquent, dont ils font les portraits très acerbes, très féroces. Il s'agit toujours au fond de se comparer. Il s'agit toujours de se comparer, avec toujours cette idée, bien sûr, que ils sont bien meilleurs que les autres, et qu'ils se détachent ainsi sur un fond d'auteurs qui pratiquent à leur époque toutes les formes de l'autopromotion, de la publicité, de la prostitution littéraire, etc. Je dis toujours à ceux qui auraient tendance à juger les Goncourt uniquement d'après leur journal que ce serait une grave faute, qu'il faut les trouver dans l'admirable accouchement, si je puis dire, qu'ils ont fait du XVIIIe siècle, dont ils ont assuré la survie à travers les mœurs, à travers leurs peintres, les livres
sur l'art au XVIIIe siècle, sur la femme au XVIIIe siècle, sont des livres remarquables. Ils étaient issus, enfants de ce XVIIIe siècle, comme Mérimée d'ailleurs, comme Stendhal aussi, et le XVIIIe siècle a produit dans le XIXe des gens d'une grande liberté d'esprit, assez libertins. Et Edmond et Jules de Goncourt ont continué ce type de libertin et de bavard de petits papiers, jusque et y compris le naturalisme. Cette mixture, bavardage et naturalisme, a produit ce qu'il peut y avoir de choquant dans le journal inédit des Goncourt. C'est sûrement cela qui nous agace. J'ajoute toutefois que lorsque mon cher ami François Mauriac dit « le livre m'est tombé des mains », que son fils Claude l'a recueilli et l'a lu avec une continuité d'intérêt remarquable. Je crois que, bien plus que le journal Les Correspondances de Morlaix, bien plus que les petits papiers du XVIIIe siècle, le journal des Goncourt sera indispensable à la compréhension du Second Empire qui fut parfois Symboliquement, au fond, le coup d'État de 1851 qui était le début de ce journal. Est-ce un document d'histoire? Alors oui, c'est un document d'histoire. Ça dépend comment on entend le mot histoire, mais si on cherche une histoire événementielle, avec donc l'histoire du Second Empire ponctuée par la guerre du Mexique, ou bien par le passage de l'Empire autoritaire à l'Empire libéral, on le trouvera certes, mais en filigrane. Pourtant, ils vont au plus profond des mœurs du Second Empire, de la Troisième République. Et à partir de l'habit, une chose, par exemple, que l'on pourrait considérer comme superficielle, on peut toucher des indices et des signes qui renvoient en profondeur au passage du temps. Les Goncourt sont sensibles aux surfaces, et à partir de ces signes de surface, ils sont des herméneutes du Second Empire et de la Troisième République. Ils en touchent le fond à partir de la surface. Et du même coup, ils révèlent ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la manière dont on aime, la manière dont on vit, la manière dont on meurt. Et ils auscultent donc au plus profond le corps impérial et le corps de la Troisième République. En fait, c'est intéressant cette idée de surface, Jean-Louis Cabanès, parce que ce sont des écrivains à qui on a reproché d'être un peu trop épidermiques, mais justement ils sont épidermiques en ce sens qu'ils explorent la surface des choses, ils explorent la peau des choses, et c'est aussi, je pense, un rapport au temps qui est comme ça dans l'immédiateté, mais comme c'est une immédiateté qui est racontée sur des Mathilde est tantôt bonne, tantôt méchante. On ne sait jamais à quoi s'en tenir. Tantôt elle est vulgaire même, et tantôt elle est d'une délicatesse de cœur exquise. Elle s'occupe d'un aveugle, d'un peintre aveugle qu'elle héberge, et elle a des méchancetés absolument terribles. Et on est avec la princesse Mathilde, comme on peut l'être avec Charlus dans la recherche, avec une femme dont on ne sait absolument pas exactement qui elle est. Et on pourrait en dire autant pour nombre de personnages. Et c'est cet aspect mouvant, constamment à refaire, qui rapproche peut-être la psychologie des personnages dans la recherche de celle que l'on peut rencontrer dans le journal. Maintenant, la recherche est une forme organique, tandis que le journal, par définition, est fait d'éclats. Et j'emploierai ce mot d'éclat délibérément, parce qu'il me semble qu'on pourrait dire que le journal des Goncourt est fait de petits morceaux, mais en même temps, il a un style qui a de l'éclat. Donc l'éclat peut se concevoir aussi bien sur le plan de la composition que sur le plan du style. Du coup, Éléonore Roversy, puisqu'on parle de Proust, qu'on fait référence à l'aspect proustien, évidemment, de manière anachronique du journal, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une grande modernité de ce journal, puisque il va traiter les choses un petit peu à la manière dont Proust, plus tard, les écrira? Alors, moi je dirais que si modernité il y a, je pense qu'il y a modernité, mais en même temps je suis toujours un peu gênée par l'emploi de ce terme qui est souvent sous-tendu par une forme de valeur, comme si le fait d'être moderne, c'était nécessairement le fait d'être mieux ou d'être en avance sur son temps. Je dirais que pour rebondir et pour compléter ce qu'a dit Jean-Louis Cabanès, à propos des éclats et de ce journal kaléidoscopique, contrairement à la recherche qui, en effet,
est un ensemble organique. Le journal est aussi une forme qui évolue au fil des jours, et il me semble que précisément ils vont percevoir tantôt la princesse Mathilde sous tel jour comme la première fois qu'il la voit, il dit c'est une lorette sur le retour. Tantôt ils vont en effet souligner ses qualités de cœur, parce que finalement l'écriture même du journal, qui est en mouvement, elle épouse ce mouvement de la vie, elle épouse ces découvertes et redécouvertes des Goncourt, si bien que le journal est parfois plein de contradictions. Tantôt ils disent à quel point ils admirent Flaubert en disant aujourd'hui il n'y a que 3 artistes véritables, nous et Flaubert, et tantôt ils disent que Flaubert est finalement un espèce de bourgeois provincial, un peu hâbleur, qui vient faire son malin, faire le beau dans le salon de la princesse Mathilde. Il me semble que voilà, le journal est aussi cette forme plastique, donc en évolution, constamment bougée, qui épouse les perceptions successives qu'ils peuvent avoir de leurs proches. Et c'est cela qui ferait aussi donc la modernité, pour reprendre ce terme qu'il faut sans cesse redéfinir. C'est ce qui fait en tout cas, il me semble, la caractéristique de ce journal qui, si on le comparait par exemple, puisque un des grands modèles, une des grandes références des Goncourt, c'est Chateaubriand, et au moment de sa maladie et de sa lente agonie, Jules demande toujours, enfin il relit les Mémoires d'Outre-Tombe, et il demande ensuite à son frère, quand il ne peut plus lire, de lui lire les Mémoires d'Outre-Tombe. Par rapport à ce modèle-là, qui est évidemment un mausolée, un monument, on voit bien comment le journal des Goncourt offre un tout autre type de monument. C'est-à-dire que on est dans une écriture qui est constamment en mouvement, qui est constamment faite de fragments, qui en effet se réunissent pour faire un kaléidoscope, pour faire une mosaïque, pour composer une synthèse, mais dans lequel on accepte le bouger, on accepte qu'il n'y ait pas quelque chose de fixe. Donc ce serait ça qui serait en effet du côté du moderne. Alors, ce qui n'est pas fixe aussi, c'est la question de savoir qui a écrit quoi. On va en parler juste après cet extrait du journal d'Edmond de Goncourt, lu par Fernand Ledoux. Du frère continue à vivre constamment en lui. Il me semble qu'il y a des traits qui appartiennent spécifiquement au journal écrit à 4 mains. En particulier, on y trouve des aphorismes assez nombreux. Ils disparaissent, des aphorismes, des maximes, des traits d'esprit qui disparaissent, me semble-t-il, de la partie écrite par le seul Edmond. Et il me semble aussi que l'autolatrie des Goncourt est beaucoup plus violente dans les dernières années du journal qu'elle ne l'est dans la partie écrite à 4. Mais en réalité, tout est compliqué. Parce que lorsqu'on regarde la première partie, on ne sait pas qui est le véritable écrivain, parce que c'est écrit souvent par Jules. Lorsque Jules raconte des souvenirs d'enfance dans les Vosges, chez son oncle à Neuchâteau, en réalité, il raconte les seuls souvenirs d'Edmond, car les dates ne permettent pas de penser à cet instant que les souvenirs soient de Jules. Lorsqu'il y a un rêve qui est raconté dans le journal, il arrive qu'il y ait à la fois l'écriture de Jules, pour commencer le récit de rêve, et ensuite c'est Edmond qui écrit. Et donc à qui attribuer le rêve? C'est absolument impossible. Donc je serais tenté de dire qu'il y a une unité fusionnelle du je et du tu qui inscrit un troisième personnage. Il y a Jules, il y a Edmond et il y a Jules Edmond. Et Jules Edmond est en vérité le scripteur du journal qui va de 1851 jusqu'à 1870. Donc Jules Edmond existe réellement. Est-ce que vous savez comment ils travaillaient et retravaillaient ensemble, l'un écrivant une phrase, l'autre la retravaillant, ou au contraire, par bloc de texte de l'un venant s'agréger à des blocs de texte de l'autre? Est-ce qu'ils ont expliqué un petit peu cette fabrication du journal? C'est très difficile parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse faire une confiance absolue à ce qu'ils disent et à la mise en scène qu'ils pratiquent dans Les Frères Mgano. Je crois que quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que, je pense en particulier à leur journal qui raconte la première soirée chez la princesse Mathilde, il se trouve que tout est écrit par Jules, mais est jeté sur du papier bleu,
qui est donc un papier qui est distinct du papier, du cahier du journal. C'est donc un papier collé qui a été écrit à la hâte, l'écriture le montre. Et là, je pense qu'on peut dire que c'est quelque chose qui a été vraiment écrit par Jules. Mais il y a d'autres moments, on peut penser qu'il y a eu des notes qui ont été prises, et qui ensuite par les deux frères, et qu'ensuite il y a une synthèse oralisée qui a été faite. Je suis frappé par l'aspect oral du style du journal. Et il me semble que l'oralité est une des grandes caractéristiques de l'écriture de Goncourt. Mais Surtout dans le journal, mais ça vaut aussi pour les romans. Est-ce que leur style est retravaillé dans l'optique d'une publication? Parce qu'on a dit que le journal, c'était leur tombeau, mais peut-être qu'au départ, ils ne se rendent pas compte que c'est ça leur grande œuvre. Ils pensent évidemment que c'est par les romans qu'ils vont devenir célèbres. Et à un moment donné, il est possible que Edmond se rende compte que finalement, le journal va faire qu'ils resteront davantage finalement dans les mémoires, et que c'est avec ça qu'ils vont bâtir leur postérité. Est-ce qu'il y a du coup un retravail du style dans l'idée d'une publication, ou est-ce que c'est vraiment jeté comme ça à la diable, comme des notes? Alors je pense qu'on peut dire de manière certaine qu'en 1861, ils savent que ce journal durera et sera écrit pour la postérité. Parce qu'on a un passage du journal où il note ce que raconte Sainte-Beuve, et il déclare que Sainte-Beuve ne savait pas que ce qu'il disait là tombait dans une oreille qui ne serait pas l'oreille d'un sourd, et que ça serait noté et que ça survivrait après eux. Donc 1860, ça veut dire 10 ans avant la mort de Jules. 1861. Mais on trouve aussi une nouvelle qui significativement n'a pas été publiée dans les écrits qu'on ne voulait pas oublier, qui a été donc écartée de ce recueil, qui s'appelle Jean. Dans cette nouvelle de 1852, il déclare que le personnage songe à un ouvrage posthume qui le vengera de la méchanceté, si on peut le dire, de ses confrères. Donc Jean a été malade, comme Jules de Goncourt. Jean a écrit un roman qui n'a eu aucun succès, comme en 18 des frères Goncourt. Jean a écrit des articles, comme les frères Goncourt, qui ont été pillés. Et donc, après sa mort, restera un ouvrage posthume qui les vengera. Est-ce le journal? Je n'en suis pas sûr. Mais il y a toujours déjà l'idée, dès 1852, d'une œuvre posthume qui serait l'accomplissement vengeur des deux frères. Nous nous étonnons de n'être pas encore arrivés. Je ne parle pas de nos livres, de nos titres, de notre valeur littéraire, je considère notre valeur et notre force morale. D'abord, ce grand impédimentum de l'homme, l'amour et la femme, réduit à la plus simple expression. Rien de ce compagnonnage que nous voyons autour de nous, de ces accoquinements et de ces contrefaçons de ménage qui embarrassent la carrière de l'homme, occupent sa pensée, le dérangent d'une volonté une et constante. L'amour nous prend ça. On a l'impression que la rédaction du journal, alors on peut les imaginer rentrant de chez la princesse Mathilde ou revenant d'un dimanche après-midi chez Flaubert ou d'un dîner chez Magny, ils prennent la plume dans leur journal pour passer au crible finalement toutes les poses, toutes les postures, tous les mensonges qu'ils ont entendus, qu'ils ont relevés dans leur journée, les coucher sur le papier comme une sorte de preuve dont on comprend bien sûr que ils séparent ainsi le bon grain, qui est de leur côté, de l'ivresse théâtrale de l'ivraie théâtrale, quel lapsus, de l'ivraie théâtrale qui caractérise leur époque. Oui, mais ils ne sont quand même pas tout à fait exempts, enfin ils ne sont pas totalement dans la pureté, parce que évidemment quand ils parlent de la princesse Mathilde, tout d'un coup ils sont assez respectueux, beaucoup plus que quand ils parlent de leurs amis écrivains, ou encore pire, des écrivains qui ne sont pas leurs amis. Donc il y a quand même un attrait malgré tout pour l'aristocratie, pour le fait d'être peut-être un petit peu proche quand même des cercles qui comptent, voire du pouvoir. Oui, bien sûr, mais là, ça c'est pas nécessairement la posture qu'ils adoptent dans leur journal. Les premières soirées chez Mathilde donnent lieu à des jugements quand même assez sévères sur le fait qu'elle est sotte, qu'elle a des goûts bourgeois, justement qu'elle ne correspond pas, sans doute, à l'idéal de l'aristocrate, de la femme d'esprit, qu'ils ont eux-mêmes élaboré, et dont ils trouvent dans leur entourage, il faut bien le dire, assez peu d'exemples. Mais il me semble que ils sont bien sûr fascinés par
le grand monde, mais en même temps, enfin la première fois, il me semble qu'il se retrouve à côtoyer justement dans le salon de la princesse Mathilde, il se trouve à côté de l'empereur et de l'impératrice dans le journal. Ils ont cette formule à la fois très très drôle sur Napoléon III, une fausse pièce frappée la nuit dans un bois qui représenterait le 2 décembre sous la figure d'un sergent de ville. Tandis que l'impératrice, c'est Marie-Antoinette à Mabille, c'est-à-dire dans un bal populaire où on danse le French cancan. Donc cette férociterie, cette rosserie est peut-être aussi, vous avez raison de le souligner, une sorte de vengeance vis-à-vis, enfin un contre-feu qui s'opposerait à leur fascination pour les grands de ce monde. Ça irait tout à fait, il me semble, dans le sens de ce que vous pointez. Tout à fait. Alors, évidemment, un journal, c'est une galerie de portraits. Portrait donc de la princesse Mathilde, par exemple. Portrait de Zola aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels étaient les liens entre ces écrivains et finalement si les quelques piques qu'ils ont pu s'envoyer signifiaient qu'il y avait entre eux des dissensions, ou est-ce que de toute façon, dans le journal des Goncourt, il en va toujours un petit peu comme cela. Il y a toujours une forme de cruauté. Non, je pense que dans le cas de Zola, il y a vraiment un cas Zola. Parce que d'abord c'est une relation qui se construit assez tardivement, enfin si on pense à Jules Edmond, parce que les deux frères reçoivent, c'est en décembre 1868, celui qu'ils désignent comme leur élève, le jeune Émile Zola, qui avait fait l'un des seuls grands articles favorables à Germier Certeux au moment de sa parution en février 1865. Et qui a consacré, qui leur a écrit, qui leur a consacré ainsi toute une reconnaissance dont on sait à quel point ils étaient friands, dont ils étaient demandeurs et dont ils éprouvaient le manque. Alors quand ils rencontrent Zola pour la première fois, ils voient en lui à la fois ce qu'ils appellent un normalien crevé, Rabelais et chétif, exsangue et cireux, donc ils font un portrait physique de Zola qui n'est pas très favorable, mais ils pointent quelque chose il me semble, de tout à fait significatif. Ils disent il a à la fois une forme de lourdeur, il est fort, et en même temps il a de l'indélicatesse et le modelage d'une fine porcelaine dans les traits de sa figure. Il souligne que ce Zola leur apparaît finalement comme assez proche de ses propres personnages, qui sont des personnages dans lesquels se mêlent le masculin et le féminin. Il me semble que là, dans ce portrait, qui a quelque chose d'un peu physiognomonique, qui est pas un portrait très gentil, ils identifient très bien, c'est une très fine observation de la féminité de Zola, de la féminité nervosité de Zola, et qui fait bien de Zola, justement, alors, un bon disciple des Goncourt, qui se sont précisément construit l'image d'écrivains des nerfs, qui évoque le fait qu'ils se sentent un peu femmes, et cette féminité est vraiment un trait qui revient fréquemment dans le journal et qui est pour eux la caractérisation de l'artiste. Finalement, l'artiste est dominé par ses nerfs et donc il est un peu femme. Donc Zola leur apparaît d'abord à travers cette catégorie et donc, je dirais, les intéresse. Mais c'est à partir, et là on est du côté d'Edmond seul, de l'apparition de l'Assommoir, où Edmond va estimer que Zola l'a volé, l'a pillé, va notamment emprunter la scène où Gervaise va faire le trottoir sur les boulevards extérieurs, et il estime que c'est un vol vis-à-vis de Germier-Lacerteux. Et à partir de l'Assommoir, Zola connaît un succès de plus en plus important, il devient riche, il est certes au cœur de polémiques dans les journaux, il fait scandale par son œuvre, mais c'est donc quelqu'un qui est finalement reconnu, y compris dans les haines qu'il suscite. Et à partir de là, Edmond n'a plus qu'aigreur et que jalousie à l'égard de Zola. Et vraiment, le journal contient toute une série de notations extrêmement dépréciatives à l'égard de Zola. Enfin, Zola ne trouve plus jamais grâce aux yeux d'Edmond.
sur ce thème que vous avez aussi effleuré de la question de la féminité, avec ce cliché que il faudrait relier la féminité avec cette idée de la nervosité. On reviendra aussi dans notre émission de jeudi, mais pour terminer sur Zola, retrouvons-le à un dîner particulièrement animé que nous décrivent les Goncourt. Moi, interrompt Zola, une enfance pervertie dans un mauvais collège de province. Oui, une enfance pourrie. J'ai fait minette à la femme avec laquelle j'ai perdu mon pucelage avant de la baiser. Non, je vous le dis, je n'ai aucun sens moral. J'ai couché avec les femmes de mes meilleurs amis. Positivement, en amour, je n'ai aucun sens moral. J'étais rappelé en Russie, reprend Tourguenieff. J'étais à Naples. Je n'avais plus que 500 francs. Il n'y avait pas de chemin de fer alors. Le retour fut embarrassé et difficile, et, vous l'imaginez bien, sans dépense d'amour. Je me trouvais à Lucerne, regardant du haut du pont, près d'une femme accoudée à côté de moi sur le parapet, des canards qui ont une tache en forme d'amande sur la tête. La soirée était magnifique. Nous nous mîmes à causer, puis à nous promener. Et en nous promenant, nous entrâmes dans le cimetière. Flaubert, vous connaissez le cimetière. Je ne me rappelle pas en ma vie avoir été plus amoureux, plus excité, plus pressant. La femme se coucha sur une grande tombe et en se couchant, releva sous elle sa robe et ses jupons, de manière que les fesses touchaient la pierre. Je me jetai sur elle complètement fou. Et dans ma précipitation et ma maladresse, ma verge se prenait dans des touffes d'herbe, pleines de gravier, et s'en détortillait. J'éprouvais dans ce coït la plus grande jouissance que j'ai jamais éprouvée. Tout ça, s'écrie Flaubert, qu'est-ce que c'est auprès de ceci? Et son coude se serre contre sa poitrine. Auprès d'un bras de femme aimée qu'on presse une seconde contre son cœur en la menant à table. Oh, ah merde, fait Daudet qui se tortille sur sa chaise et crispe ses mains nerveuses au-dessus de sa tête. Ça n'est pas mon genre. Vous ne pouvez pas vous faire une idée de mon individu. Il me faut pour jouir, contre ma chair, la chair de deux femmes. L'une que je manie et l'autre qui mange le derrière de celle que je tripote. Mais Daudet, je suis aussi un cochon, dit naïvement Flaubert. Laissez donc, vous êtes un cynique avec les hommes et un sentimental avec les femmes. Ma foi, c'est vrai, fait en riant Flaubert, même avec les femmes de bordel que j'appelle mon petit ange. Que pensez-vous de cet extrait qu'on vient d'entendre du journal des Goncourt, lu cette fois par Denis Manuel, et qui est assez leste, enfin, et c'est d'ailleurs des propos qu'on retrouve assez souvent, assez fréquemment dans le journal. Je crois que les Goncourt ont du goût pour les propos libres qui sont échangés entre hommes. Et il y a aussi peut-être une sorte de trait propre à la sociabilité des hommes à cette époque-là, qu'ils sont véritablement gaulois et qu'ils aiment raconter ce que les Goncourt appellent à propos du XVIIIe siècle la libidinerie humaine. Mais en même temps, ça témoigne du désir de dévoiler et de laisser croire ou de laisser penser, ce qui peut être vrai, que le corps est la mesure de la vérité. Le vrai dont les Goncourt sont friands, ils se trouvent peut-être dans la manière dont le corps jouit. Et je trouve que ça peut être intéressant de saisir la littérature dans ses déshabillés. Tout au moins, ça ne manque pas de piquant. Alors c'est évidemment une réunion d'hommes, mais il y a aussi de temps en temps quand même une femme, et cette femme c'est George Sand. Ils ont d'ailleurs des propos assez peu respectueux envers elle, parce que ils la trouvent finalement tellement femme de lettres et tellement à leur niveau qu'ils se demandent si elle n'est pas hermaphrodite. Alors, il arrive que les Goncourt, dans leur goût particulier pour les femmes, dans leur misogynie, mais elle est complexe, il faudrait l'analyser. Il se trouve que les Goncourt n'aiment pas particulièrement George Sand pour de multiples raisons. Elle représente pour eux une idéologie humanitaire, un socialisme utopique qu'ils détestent. Je dirais, socialiste est un bien grand mot, c'est excessif, mais en tout cas une orientation politique qu'ils n'aiment guère. Mais en même temps, ils doivent être séduits, en dépit de tout ce qu'ils lui reprochent, par les mémoires de George Sand.
ils auront comme une sorte de palinodie qui les conduira à trouver que ces mémoires valent bien mieux par certains aspects que des romans qui sont incapables de faire vivre ce qu'est la bourgeoisie. Et en tout cas, un type de bourgeois du XIXe siècle, si mal incarné par M. Gillenormand dans Les Misérables de Victor Hugo, tout au moins selon eux. Et donc, George Sand, dans la mesure où elle approche de la vérité dans ses mémoires, est soudainement exalté. Maintenant, il lui reproche aussi d'avoir l'air, dans son aspect taciturne, dans ce qu'il la rencontre pour la première fois, d'être une sorte de monial. Et l'ironie qui se manifeste dans ce portrait tient à ce que George Sand, que l'on accuse volontiers des pires débordements, et dont le Goncourt voit d'ailleurs comme une Pasiphae, apparaît au contraire à d'autres moments dans ce portrait comme étant quelqu'un qui vit d'une vie recluse, enfermée, de travailleuse, et qui a tous les aspects cireux d'une moniale enfermée dans une réclusion sans fin. Bien entendu, encore une fois, je fais la part de l'ironie, ça va de soi. Alors on entend bien, Éléonore Reversy, qu'il y a beaucoup de portraits dans ce journal des Goncourt. Tout à l'heure, le nom de Chateaubriand a été cité parce que Chateaubriand était quelqu'un qui souhaitait poser finalement devant l'histoire, alors que eux, ce qui les intéresse, ce qui semble les intéresser, c'est de dominer le monde littéraire. Est-ce qu'il n'y a pas justement cette idée que ce qui compte, c'est de distribuer les bons et les mauvais points, mais dans un tout petit cercle, le seul cercle qui compte, le champ de la littérature et des arts? Ah, certainement, oui. Leur domaine quand même de prédilection, c'est la littérature. Donc leurs valeurs sont esthétiques et la reconnaissance qu'ils accordent à certains auteurs, certains artistes, tiennent à leur souci du beau, hein, qui peut d'ailleurs ne pas avoir totalement abouti dans leur réalisation artistique, mais qui était leur but. Donc il me semble que il y a évidemment tout un système de valeurs qui se met en place dans le journal, et les Goncourt sont capables d'admiration, ils aiment le beau, et eux-mêmes sont précisément, enfin toute cette représentation qu'on a évoquée à plusieurs reprises aujourd'hui, de ce calvaire de l'homme de lettres qui meurt, de l'écriture, et bien sûr à l'arrière-plan. Donc il me semble que ce qu'il dénonce, c'est un monde de la réification, de la marchandise, hein, dans laquelle l'œuvre littéraire notamment n'est plus qu'un produit. Et ils sont particulièrement sensibles, mais il faut dire qu'ils accompagnent le développement de la presse à un sou, hein. Dominique Khalifa avait rappelé que la culture de masse en France, elle naît en 1860, elle naît avec la création du Petit Journal et de la presse à un sou. Ils accompagnent aussi la transformation du monde de l'édition, la création du livre à 1 franc, hein, qui est l'ancêtre du livre de poche. Donc toute cette transformation du champ de l'imprimé, hein, de toute la culture de l'imprimé, c'est évident qu'ils en fournissent un panorama qui est toute une série de jugements et qui leur semble, mais je dirais chez Flaubert on a exactement le même constat, qui leur semble ne plus du tout être lié à ce qui était le système des belles lettres, à ce qui était la valorisation de l'écriture, de la littérature, de l'art. Mais du coup, est-ce que ils ont réussi finalement à inverser les valeurs, à imposer leur propre système de valeurs? Autrement dit, est-ce que finalement on avait peur du journal, et est-ce que le journal a changé la réalité? Alors, on avait très peur du journal, je pense, puisque la publication du journal est orchestrée par Edmond lui-même de son vivant, hein, à partir de 1887, dans une version un peu expurgée, mais quand même où un certain nombre de figures contemporaines reçoivent leur compte, notamment Renan, hein, qui va contester beaucoup les propos qui lui sont prêtés et qu'il a prononcés en 1870 au moment du conflit franco-prussien. Donc, ce qu'on redoute dans le journal, je dirais que c'est surtout c'est les indiscrétions, c'est la rosserie, c'est les révélations qu'on pourrait y trouver et qui mettraient en accusation ou qui saliraient la mémoire de tel ou tel écrivain. Je ne pense pas que ça soit tellement pour
le système des valeurs qu'à l'époque que le journal met en scène, qu'à l'époque, à partir de 1887, on craint la publication du journal. Allez, C'est retournons. plutôt parce qu'on a peur de s'y trouver portraituré. Ouais. La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et on peut terminer cette émission sur une note légèrement plus réjouissante, Jean-Louis Cabanès, c'est-à-dire les méfaits, les dîners, le vin. Il y a quand même aussi ce plaisir de la chair qui est présent dans le journal. Oui, il y a le plaisir de la chair, et on peut dire que les Goncourt se veulent des délicats. Ils se présentent comme des amateurs très sensibles. Il y a une aristocratie du goût qui se manifeste pas seulement dans le choix des collections, dans le choix des livres du bibliophile, mais aussi dans le choix des vins et dans le verre délicat de cristal qui va contenir le vin. Donc on pourrait dire qu'il y a il y a un sens du raffiné que les deux frères veulent avoir par-dessus tout, et qui les désigne évidemment comme des aristocrates du goût. Et puis un plaisir presque enfantin à raconter, par exemple, leur découverte du ballon, de la nacelle du ballon, par exemple. Oui, je trouve que il faut pas non plus trop noircir le journal des deux frères, de la même manière qu'il faut pas oublier que, à côté de la cruauté, à certains moments, il y a la charité. Mais je serais pas favorable à considérer que le journal comme étant uniquement un journal d'atrabilaire. Je veux dire que même s'il y a la bile noire qui coule, et c'est la bile du ressentiment surtout, il me semble qu'il y a aussi à certains moments une sorte d'extase de vivre qui se manifeste, par exemple, quand on voit de jeunes filles, des petits-enfants. Donc il y a un sentiment soudain de la beauté qui le fait s'épanouir, de la même manière qu'il y a un sentiment de la bonne chair qui le fait se réjouir. Et il y a des sentiments aussi comparables lorsqu'ils visitent Venise, lorsque les deux frères visitent Venise, et ils sont admiratifs, amoureux de Venise, et je pense qu'il y a là un bonheur de vivre qui contrarie leur gênement perpétuel. Et ben voilà qui nous fait une excellente conclusion. Merci beaucoup à vous deux, Jean-Louis Cabanès et Éléonore Reverzy, d'être venus nous parler aujourd'hui du journal des frères Goncourt. C'était la Compagnie des Œuvres, une émission proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Anthony Thomasson. Demain, avec Pierre Dufief, nous parlerons de la correspondance des Goncourt et poserons la question du naturalisme dans leur œuvre.